Donc merci Yannick déjà pour ce super compte rendu. Donc, je sais pas, ça fonctionne. Vous m'entendez? Oui. Oui. Petit rappel, deux grosses dates qui nous sont arrivées dessus. Yannick a fait un feedback jusqu'à 1910, hein, ce qui est plutôt plaisant. Moi, je vais m'arrêter sur des choses beaucoup plus récentes. Le 17 mars 2020, avec le début du confinement, et pour les clients avec qui on travaille, que ce soit des grands comptes, que ce soit des organismes de formation, le gros choc. Yannick en a parlé, comment on passe d'un tout présentiel. On va essayer avec celui-ci. Il me semblait bien. Voilà. Allez-y, là. Comment on passe d'un tout présentiel à autre chose. Et donc la solution, Yannick en a parlé, a été la solution de secours, a été le distanciel, mais on verra ce qui a pu être mis en place. Et puis pour les RH dans les grands comptes, dans les ETI, comment on fait pour aller mettre X milliers de salariés chez eux, à la campagne, dans des villes, gérer le stress, gérer la formation, gérer le travail. Une autre date importante, 1er janvier 2022, pour les organismes de formation, la mise en œuvre de Calliope. Donc Calliope, pour ceux qui ne savent pas, c'est 7 critères découpés en 32 indicateurs qui permettent aux organismes de formation d'être labellisés, de garantir la qualité des formations qu'ils dispensent et en particulier de répondre sur des principes de communication autour de l'offre et de sa qualité, de pouvoir proposer des formations adaptées aux besoins de chacun, et on va parler là-dessus d'individualisation de la formation, d'être capable d'accompagner et de suivre les apprenants, les stagiaires à chaque étape de la formation. Donc ça reprendra également la notion de temps dont Yannick parlait tout à l'heure, et puis d'autres principes, donc, dont en particulier des écosystèmes favorables à la formation et la prise en compte des feedbacks. Donc, je suis Elior Crépin, moi je suis cofondateur de la société ITP Learning. On est éditeur d'une plateforme LXP, LMS, TMS, on l'appelle un petit peu comme on veut. C'est plus tendance de dire LXP aujourd'hui. Et on travaille donc essentiellement avec des grands comptes dans le secteur bancaire et autres, et avec des organismes de formation. Donc ça veut dire que ces 2-3 dernières années, on a pris un petit peu ces deux événements en frontal, et on a essayé d'accompagner nos clients pour leur d'avancer là-dessus. Bon, voilà, on parlera tout à l'heure. Donc, si je reprends les challenges pour les départements en formation, ça a été la mise en place du home office. Donc le home office, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fallu, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, être en mesure d'accompagner les collaborateurs, de leur fournir du matériel. Il a fallu que les DSI, en 2 semaines, arrivent à faire ce qui avait été refusé pendant à peu près 15 ans, sans exagérer. Donc il y a eu de gros enjeux techniques, et puis il y a eu des enjeux plus relationnels, c'est-à-dire comment on fait pour travailler ensemble quand on n'est pas ensemble, justement. Et puis derrière, comment transformer cette problématique en avantage concurrentiel, en marque employeur, en employabilité, comment travailler davantage la mobilité interne, et ça fait partie vraiment des trois sujets très très importants au sein de tous ces secteurs. Pour les organismes de formation, ça a été comment basculer d'une approche toute présentielle dans une approche hybride à terme, mais dans un premier temps essentiellement distancielle. Donc le distanciel vs le présentiel, ça a été présenté de façon miraculeuse. Les formateurs s'y sont mis plus ou moins, et puis ils ont été quand même pas mal déçus, je pense, parce que, comme disait Yannick, passer 6 heures devant Zoom, Teams, Webex ou autre, c'est pas enchantant pour les formateurs, c'est pas génial pour les apprenants non plus, etc. Puis, voilà, il fallait arriver à tenir. Il y a toujours cet espace-temps qui était mesuré, qui sert de référence. Donc, comment arriver à transformer tout ça, et comment progressivement le blended learning, dont on parlait depuis 4 ans, 5 ans, est devenu quand même quelque chose de plus évident pour répondre à cette problématique.
Le second enjeu auquel ils ont dû faire face a été les enjeux de qualité. C'est-à-dire que comment s'assurer que la qualité de la formation dispensée est efficace lorsque on a face à nous des personnes avec un casque, avec un chien éventuellement, mais qui ne sont pas forcément dans une interactivité avec le formateur. C'est quelque chose de très passif, c'était plutôt bien de voir cette image de l'amphi du CNAM tout à l'heure. Et puis en fait, comment, en ayant réussi cette bascule du tout présentiel à quelque chose de plus efficace dans le blended learning, on arrive à transformer ça en avantage concurrentiel et se positionner sur le marché de la formation de façon plus efficace. Donc, pour accompagner, pour aider ces entreprises, on répond avec Portail Formation, donc LXP pour Learning Experience Platform, LMS, Learning Management System, TMS, Training Management System. Donc, en gros, ça veut dire qu'il faut être en mesure de couvrir le 360 degrés de besoin de la formation. Besoin de la formation, il est à plusieurs niveaux. Il est bien sûr, et Yannick en a beaucoup parlé tout à l'heure, à destination pédagogique. Il est également sur des enjeux d'administration de la formation et sur des enjeux de stockage, récupération, analyse de données, de manière à pouvoir proposer de façon permanente des contenus les plus adaptés à chacun. Donc, pour répondre à ça, le hub formation est devenu nécessaire, c'est-à-dire c'est avoir la possibilité au sein d'un même environnement de remonter différentes sources de contenu, ces contenus pouvant être de tout type de modalités. Donc on parle de digital, on parle de présentiel, on parle de distanciel, on parle de mix, de réaccord, de tout ça dans le blended learning. Ça veut dire avoir une plateforme qui est en mesure d'être pensée pour tous les acteurs de la formation, donc les stagiaires bien sûr, mais également pour les formateurs, pour les gestionnaires, pour les animateurs, ceux qui vont animer ces environnements, et être également en mesure de travailler sur ce qu'on appelle la curation de contenu. Donc la curation de contenu, c'est pas un gros mot, c'est la possibilité d'aller effectuer des sélections, des présélections, de les décrire, d'y ajouter des métadatas autour, de manière à ce que ces contenus granularisés soient en mesure d'être, d'une part, réutilisés dans des parcours pédagogiques, mais également mis à disposition de façon un petit peu libre-service auprès des différents utilisateurs de ces portails. Donc ça va avoir une utilité à la fois dans un environnement RH, entre guillemets, donc avec une grosse société qui a des salariés, qui a une direction formation, mais également dans un contexte organisme de formation, pour par exemple venir enrichir les parcours qui vont être vendus de façon unitaire. On va avoir un enjeu également à ce niveau-là qui est le marketing de l'offre formation. Donc parler de marketing dans la formation, jusqu'à il y a quelques mois, c'était un gros mot, c'était plutôt mal vu. Et pourtant, ça fait partie c'est un enjeu qui est réellement partagé à la fois par les organismes de formation et par les sociétés. D'une part, pour les sociétés, ça va être du marketing, c'est-à-dire être en mesure d'amener les salariés, les collaborateurs à se former tout au long de leur vie, à être acteurs de leur propre formation. Donc ça veut dire être capable de leur vendre, de les amener à consommer, même si le mot n'est pas très heureux, davantage de formation pour mieux travailler les compétences à venir sur les métiers qui sont en train d'être inventés, etc. Pour les organismes de formation, on va être sur tous les enjeux de vente additionnelle, sur du positionnement en tant qu'expert, sur des réseaux sociaux, sur des moteurs de recherche, c'est-à-dire comment utiliser toute la matière pédagogique qui est en place pour former des stagiaires à des fins également de vente additionnelle. Et puis bien sûr, on s'arrêtera essentiellement là-dessus, comment ces portails formation permettent d'individualiser l'expérience formation. Donc l'individualiser à plusieurs niveaux, on va le voir tout de suite. Donc, juste pour faire un petit focus pour comprendre un petit peu comment ça se comporte au sein d'une plateforme comme ETP Learning, mais d'autres également, on va habituellement avoir une sorte de triptyque avec ce qu'on appelle les Adaptive Learning Portals. Les Adaptive Learning Portals, c'est l'environnement web, mais utilisable en responsive sur tout device, smartphone, tablette, etc., qui sont mises à disposition directement,
des collaborateurs, des stagiaires. Donc c'est là où ils vont trouver les formations auxquelles ils sont inscrits, parce qu'ils les ont achetées par un RH, par un responsable de formation, par un manager, mais c'est également là qu'ils vont avoir accès à une quantité d'outils qui apportent l'innovation pédagogique. Donc on peut parler de social learning avec en particulier la possibilité d'avoir des groupes de discussion, des réseaux sociaux internes autour de grandes thématiques, autour de compétences, autour de sessions de formation, c'est-à-dire l'environnement d'échange entre le formateur, les formateurs et les stagiaires de façon asynchrone. Donc c'est quelque chose qui vient compléter, qui vient enrichir des expériences présentielles ou distancielles. On va retrouver dedans tout ce qui est les problématiques d'UI et d'UX. Donc l'UI et l'UX personnalisé, c'est un point qui est, à notre sens, chez UDP fondamental, c'est-à-dire comment on offre à ces stagiaires, à ces apprenants, un environnement qui s'apparente à ce qu'ils suivent tous les jours. C'est-à-dire l'objectif, c'est de ne pas leur mettre à disposition un logiciel, comme on a pu le voir pendant 20 ans, 25 ans, comme disait Yannick tout à l'heure, LMS, ou une version assez punitive de la formation, où quelque part on doit aller suivre une formation avec une petite mascotte qui parle, aller faire un quiz, on a 20 minutes sur un ordinateur dans la salle du fond. Mais là, avoir un environnement qui s'apparente à ce qu'on utilise tous les jours, des réseaux sociaux, des Netflix, des sites interactifs, etc. Et puis, cet Adaptive Learning Portal, et c'est là-dessus où ça a du sens dans ce festival, doit être en mesure de récupérer un maximum de données, de data, et en particulier en s'appuyant sur la norme qui s'appelle XAPI, donc qui est un petit peu la succession de la norme SCORM dont parlait Yannick tout à l'heure, mais qui permet d'aller beaucoup plus loin. Et si j'ai le temps, j'expliquerai un petit peu plus comment elle fonctionne tout à l'heure. Pour nourrir ces Adaptive Learning Portals, on a habituellement ce qu'on appelle un Learning Hub. Donc, le Learning Hub, c'est l'endroit où la totalité des contenus pédagogiques, des grains pédagogiques, sont référencés. Ce Learning Hub n'est pas à destination des apprenants, des stagiaires, des collaborateurs. Il est à destination des acteurs du learning dans l'OF, dans le grand compte, de manière à ce qu'ils puissent collaborer sur la création de ces contenus, à ce qu'ils puissent réutiliser des contenus produits par un ou par l'autre pour réaménager, pour versionner de façon très très rapide, très très fluide des parcours de formation. Et ça va avoir des enjeux sur la partie individualisation en particulier. Et bien sûr, et ça paraît nécessaire, et la totalité aujourd'hui des plateformes le propose, ce qu'on appelle un Learning Studio qui va permettre justement à des experts, à des formateurs, à des formateurs, des animateurs, etc., de produire rapidement des contenus. Donc l'idée, c'est pas d'aller remplacer des logiciels auteurs, des Elucidat, Storyline, etc., mais de pouvoir très très rapidement mettre à disposition une vidéo, des images, un PDF, une interactivité, des jeux de questions-réponses, etc. Donc tout ça forme un écosystème qui va permettre d'être efficace, du moins on le souhaite, auprès de ces groupes. Donc quand on parle d'individualisation de parcours, la première raison c'est le pourquoi. Pourquoi, suivant l'endroit où on est qu'on est un OF, est-ce qu'on est un apprenant, est-ce qu'on est un grand compte, ça ne sera pas forcément tout à fait la même chose. Une chose qui est certaine, et les critères Calliope également, c'est qu'on est de plus en plus amené à être tous, quel qu'on soit, acteurs de notre propre formation, et une formation qui ne se termine pas à 16 ans, à 18 ans, à 25 ans, à 30 ans, mais qui va durer tout au long de notre carrière. Donc avec des enjeux de montée en compétences sur des compétences qui n'existaient pas il y a 2 ans, qui vont apparaître continuellement, sur des métiers qui sont en invention, et sur des secteurs qui subissent, ou qui vivent avec d'énormes changements. On va parler d'ubérisation, mais le secteur bancaire par exemple est en complète refonte. La restauration rapide avec qui on travaille est également en complète refonte, même si ça paraît étrange. Donc c'est vraiment des nouveaux métiers qui apparaissent et donc de nouvelles compétences à acquérir. Avec donc un enjeu de mobilité interne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tout le monde dehors et puis embaucher que des jeunes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc comment on fait pour progressivement
accéder à une employabilité à l'interne et être en mesure d'offrir une marque employeur beaucoup plus efficace. Deux approches pour faire de l'adaptive learning. Yannick tout à l'heure a essentiellement parlé de l'approche micro, puis je laisserai Oméric en parler, c'est son milieu, c'est pas le mien. Mais globalement, je reprends rapidement ce qui a été dit. On va parler d'ancrage mémoriel, on va parler de sciences, de neurosciences, d'apport cognitif, de quiz, de positionnement qui vont permettre de rediriger au sein de différents parcours. C'est quelque chose qui est vraiment centré sur la partie purement pédagogique et qui va apporter une expérience unique à chaque stagiaire. On va se concentrer avec les portails de formation plutôt sur une approche macro, c'est-à-dire comment, lorsque une personne est connectée dans cet environnement, elle va retrouver quelque chose qui lui parle à elle et qui n'est pas forcément la même chose que celle de que l'interface de son collègue. Comment les contenus qui vont lui être remontés vont répondre à ses attentes, à ses besoins de montée en compétences, à ses habitudes d'utilisation, de consommation, de formation, et en utilisant pour ça des méthodes de préconisation, c'est-à-dire être en mesure de proposer des contenus de façon automatisée, des méthodes de clusterisation, c'est-à-dire être en mesure de définir des sortes de profils types de façon automatisée et de proposer des choses qui s'induisent automatiquement par rapport à cette ressemblance. Et puis de la corrélation, on verra à quoi ça correspond tout à l'heure, mais c'est globalement pouvoir faire des liaisons automatiques via les métadatas entre les différents grains pédagogiques. Donc, prendre deux cas concrets rapidement. Donc, il y a un cas client chez nous, donc un grand groupe bancaire français que je n'ai pas le droit de citer là, donc, qui est déployé au niveau international, qui gère à peu près 20-25 000 salariés. Donc, le principe à la connexion, c'est qu'au-delà des formations auxquelles il est naturellement inscrit par ses managers, il va retrouver des données qui lui sont proposées nativement par la plateforme, en s'appuyant sur deux choses, par les métadonnées qui ont été rajoutées au sein des différents grains pédagogiques, au sein des différents parcours pédagogiques, mais également avec des interfaçages avec ce qu'on va appeler de façon globale le SIRH. Donc ça peut être le CRM, ça peut être la partie RH classique, ça peut être des gestionnaires de compétences, enfin tout cet écosystème IT qui est déjà en place. Et donc ces métadonnées vont permettre justement d'aller travailler là-dessus. En s'appuyant ensuite sur la norme XAPI, donc la norme XAPI en deux mots, c'est ce qui permet de traquer la totalité des actions d'un étudiant, d'un stagiaire, d'un apprenant sur une plateforme. Donc c'est effectivement, il a lancé tel module, il a passé 3 heures, il a eu un score de 92, mais c'est également, il a effectué une recherche, il a commenté, il a échangé avec un pair dans une communauté d'apprentissage, il a demandé conseil auprès d'un expert, etc., etc. Donc cette totalité de données va permettre d'établir des habitudes de consommation, des historiques, et d'être en mesure d'enrichir un petit peu les données à ce niveau-là. L'autre enjeu fondamental, et c'est là-dessus je pense qu'il convient d'appuyer énormément sur cette notion de portail de formation avec les data, c'est tous les enjeux de compétences, j'en ai déjà parlé, dire comment la plateforme de formation se doit d'intégrer les référentiels de compétences, les référentiels métiers, comment elle doit permettre d'accompagner à la fois le collaborateur qui doit évoluer, mais également les RH qui sont en mesure de sentir les carences, les besoins ou les tendances en termes de compétences. Donc ça c'est un point qui est fondamental et qui permet justement d'aller individualiser au maximum les parcours pour répondre à ces différents enjeux. Je voulais terminer avec un cas un petit peu plus grand public, entre guillemets. Là, l'adresse est publique, donc vous pouvez tous y aller si vous souhaitez. C'est Portail du patrimoine, donc c'est la Fondation du patrimoine qui utilise cet environnement, cette fois pour venir faire de l'information auprès du grand public, donc ça fait part de l'évangélisation autour de leur thématique, mais également de la formation auprès de populations un petit peu disparates, donc c'est des élus, c'est des bénévoles, etc. Et donc là, on va de nouveau, dans ce contexte-là, s'appuyer
sur ces données XAPI, sur des compétences qui vont être autodéclaratives, cette fois sur les métadonnées, pour, au travers d'une base de connaissances qui est relativement importante, venir proposer de façon automatisée des contenus, des parcours réaménagés en fonction des habitudes, pour que derrière, l'expérience soit la plus efficace possible. Et donc, c'est la dernière slide, j'ai débordé. La partie corrélation, donc juste pour expliquer un petit peu ce que c'est, donc c'est la possibilité, en s'appuyant sur la sémantique, sur les métadatas de contenu, de venir de façon automatisée retrouver au sein des bases de connaissances des contenus qui sont en satellite, qui sont reliés les uns les autres, qui viennent se compléter, de manière à proposer une expérience, même dans de la navigation libre, individualisée à chaque utilisateur. Donc voilà, donc ça se présente un petit peu sous cette forme. Puis je pense que questions-réponses, j'ai un peu débordé. Oui. Merci. Et donc je vais présenter une solution qui a été développée en janvier 2019 qui s'appelle PitchBoy, qui est sur un format micro-learning, donc pas plus de 10 minutes. Donc voici une partie de l'équipe. On est principalement basé en France, mais on s'est dit tiens, le télétravail avec le Covid, ça serait bien de voir ce que ça donne. Et finalement, maintenant on a 2 pieds-à-terre à Paris, mais j'ai plus de bureau dédié. Et les équipes font ce qu'elles veulent, elles viennent quand elles veulent. On se voit juste une fois par mois pour ce que j'appelle le Global Update. C'est là où je leur partage toutes les informations sur la boîte. Informations financières, les bonnes, les mauvaises nouvelles, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Complète transparence. Comme ça, je ne suis pas le seul à porter le poids des responsabilités. Et si j'ai des gens qui veulent nous rejoindre, d'ailleurs, si vous cherchez des stages, je vous distribue volontiers ma carte de visite. Il faut juste 2 choses. 1, que vous soyez un zèbre. C'est-à-dire que vous soyez atypique, que vous soyez curieux de tout, et 2, que vous soyez extrêmement responsable. Parce que moi, je suis là pour vous donner les moyens, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. J'ai jamais tapé une ligne de code. Pourtant, vous allez voir, ce qu'on fait est extrêmement technique. Et enfin, on travaille avec plus d'une 40aine d'entreprises grands comptes, ce qui est pas mal en 3 ans. Et on travaille aussi avec, à date, 18 organismes de formation et partenaires. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Oui, j'ai la chance d'être le président de cette équipe un petit peu folle. De 12 personnes, tout le monde n'était pas là malheureusement. On a développé un simulateur de conversation. Donc je suis très heureux d'être là parce que je suis entouré de 3 autres personnes qui font bouger le monde de la formation. Qui disent non, on ne veut pas avoir quelque chose de statique, on veut quelque chose qui prend en compte l'humain, qui focalise sur l'humain avec toutes ses particularités, avec toute sa beauté, avec toute sa complexité. Et Yannick en a parlé juste avant, on s'est focalisé nous sur un élément central qui est un dénominateur commun à plus de 99% de la population qui est le langage. Le langage est universel. Je suis trilingue. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous maîtrisez aussi une seconde, une troisième, une quatrième langue. C'est ce qui nous permet d'échanger, d'apprendre. Eh bien pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas à la machine à nous comprendre et à nous entraîner avec cette même valeur? C'est la mission. Pour ça, 2 petites questions très rapides, hein. J'ai envie que ça soit le plus engageant possible. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus efficace entre, quand vous avez besoin de mémoriser quelque chose, est-ce que vous lisez à haute voix ou est-ce que vous lisez à voix basse? Et dans votre intimité, hein, pas dans une salle de classe. Alors, tous ceux qui pensent que c'est à voix haute, levez la main. Tous ceux qui pensent que c'est à voix basse? Ok, on est à plus de 60% sur à voix haute et la bonne réponse est effectivement à voix haute. Maintenant qu'on a mis ce constat en place, ça serait quoi pour vous le ratio? 5, 10, 15% d'informations mémorisées en plus? Ceux qui disent que c'est 5? 10? 15? Plus de 15? Alors la bonne réponse c'est 15%. Et c'est très sérieux, hein. C'est une étude qui a été menée par l'université de Waterloo à Ontario. L'université d'Ontario à Waterloo, pardon. Et pourquoi? Parce que vous avez plusieurs éléments qui sont pris en compte quand vous lisez à haute voix. Déjà, je bouge mes lèvres quand je lis à haute voix, donc je suis actif, mais je suis aussi passif parce que je fais travailler ma mémoire, je fais travailler mon auditif, et je me mets en situation. Est-ce que vous avez déjà vu un acteur réciter son texte dans sa tête? Non. Très souvent, quand on les voit, surtout dans les films, ils sont là à être ou ne pas être, même s'il n'y a personne ou ils sont face à un miroir. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus efficace. Donc maintenant qu'on on s'est tous alignés sur le fait que la parole est un élément de mémorisation, j'ai vu ancrage mémoriel tout à l'heure, on a déposé ancrage émotionnel. Donc si vous voulez, allez-y, il faut juste mettre un petit TM. Je vais vous partager le constat. Et le constat, il est universel. C'est que c'est très difficile d'engager des apprenants dans une formation à grande échelle.
et qui va permettre aussi de faire un suivi efficace de la montée en compétences. Et on va faire une distinction entre connaissances et compétences juste après. La mission qu'on s'est donnée chez PitchBoy, elle est très très simple. C'est d'utiliser donc notre simulateur de conversation, notre capacité d'analyser et comprendre le langage naturel, pour faire passer de la connaissance, je sais, je suis au courant, je comprends, à la compétence. Je sais faire faire, et je suis en confiance dans une situation donnée. C'est ça la distinction. Vous pouvez très bien réussir un quiz et quand vous êtes face à une personne, que ce soit un client, un prospect, un manager, un collaborateur, un prof, ne pas savoir mettre en application ce que vous avez vu. Moi, j'étais le roi pour foirer mes examens. Pourquoi? Le stress, pas assez d'entraînement. Par contre, chez moi, quand je préparais mes cours, que j'écrivais mes fiches, je pouvais faire des autodictées. Donc il faut prendre la particularité. Et comment est-ce qu'on fait pour créer un simulateur de conversation? Il faut 3 choses. 1. De l'immersion. Recréer un environnement le plus réaliste possible, au plus proche du quotidien de l'utilisateur final. Si vous devez vous préparer à un oral, il faut que vous vous retrouviez dans une salle qui ressemble le plus possible à celle que vous allez avoir demain. Et avec une audience, comme c'est le cas aujourd'hui, qui représente le plus possible une audience avec les personnes qui sont sur le téléphone, la personne qui va éternuer, la personne qui va aller aux toilettes, etc. etc. Le deuxième, de l'interaction. Pourquoi? Parce que si j'avais le choix dans ce que je vais vous dire entre ABCD et apprendre des phrases par cœur, ce ne serait pas moi. Donc on a beaucoup parlé d'individualisation ce matin, c'est effectivement le cas. Il faut considérer, être capable de comprendre ce que va dire une personne en parlant, en la laissant s'exprimer avec ses traits de caractère, avec ses tics de langage, avec ses quitte à lui faire après un feedback en disant « Attention, vous avez beaucoup de Et le troisième élément, on en a parlé également, c'est l'accessibilité. Accessibilité, c'est-à-dire je dois pouvoir me former n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel appareil. Téléphone, tablette, ordinateur, casque de réalité virtuelle. Et si je travaille dans un grand compte, effectivement, sur ITP, sur n'importe quelle plateforme de LMS ou LXP. Pourquoi? Bon, déjà, les entreprises détestent développer une nouvelle plateforme, parce que ça veut dire de la maintenance, de la gestion, etc. Mais pensez à l'usage, à l'utilisateur final. Ça fait un nouveau login, un nouveau mot de passe à mémoriser, ou alors un nouvel environnement avec lequel se familiariser. Donc nous, on a pris le parti de dire, on a notre plateforme, pour ceux qui n'ont pas de plateforme, mais il faut qu'on soit agnostique, il faut qu'on vienne s'intégrer directement dans les plateformes déjà existantes. Nous sommes une modalité. On n'est pas là pour révolutionner. On est là pour révolutionner l'usage. Alors je vais passer tout de suite à la démo, je vais sortir un petit peu de la théorie. Merci Valérie. La technique, c'est primordial. Bonjour monsieur, bienvenue chez Chris. Donc là, vous voyez déjà, vous l'entendez. Vous ne la voyez pas, mais vous entendez l'apprenante qui parle. Qu'est-ce que je peux faire? Et vous avez quelqu'un qui lui répond de manière complètement naturelle. J'ai Si tu réduis la taille, la deuxième. Ouais, mais Attends, tu peux remettre la vidéo? ouais. Tchou. Alors, il est où le deuxième bureau numéro 2? Voilà. Bah, Non? Alors, ça va être vite. Copie écran. ouais. Sinon, je vais dupliquer. Tu peux dupliquer? Ouais, je vais faire ça. Désolée. Hop. Super, merci. Oh, pas besoin d'aller très loin. Voilà. Donc là, on est dans un univers, c'est plus un univers de la relation client. Ah, c'était mieux avant. Ouais. C'est pas grave. Donc vous avez en haut, elle s'est filmée pendant qu'elle faisait son enregistrement, hein, bien sûr, mais dans la réalité des faits, dans son utilisation en asynchrone, donc elle seule pour s'entraîner. On ne remplace pas la formation telle qu'elle est faite, hein, dans la transmission de la connaissance. C'est-à-dire qu'avant d'être capable de faire face à un client, peut-être qu'elle a fait un e-learning, peut-être qu'elle a fait une classe virtuelle, peut-être qu'elle a fait un mélange, peut-être qu'elle a fait du blended learning, qu'elle a fait un mélange de différentes modalités. Mais à un moment ou à un autre, elle a besoin de s'entraîner. Et dans un environnement où elle va se sentir en confiance, où elle va avoir le droit de faire des erreurs, où elle n'aura pas peur du jugement et du regard de l'autre. Parce que la machine, elle, sauf les biais
Vous avez souvent entendu parler des biais, je suis sûr. Sauf les biais que l'entreprise voudra intégrer ou qu'on voudra volontairement intégrer. La machine, elle n'a pas de biais. Elle va analyser tout le monde de la même manière. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe. C'est ça la beauté aussi de la machine. Donc je continue un petit peu. Est-ce que vous avez eu le temps de faire un tour dans notre boutique et de regarder si un modèle vous plaît? Alors, quelques-unes sont bien, hein, mais je suis encore en train de chercher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, le client, on a anticipé en amont par rapport au contexte. Bon, bah, vous allez faire face à un client, il va falloir lui proposer des nouvelles lunettes, très bien. On va aussi anticiper le persona du client. Là, c'est quelqu'un, somme toute, très sympathique. Il pourrait très bien être énervé parce qu'il a acheté une paire de lunettes la veille qui sont déjà cassées, parce qu'il n'a pas eu le remboursement de sa mutuelle, parce que tous ces cas d'usage qui sont au cœur de la réalité du terrain des collaborateurs. Bon, entreprise, là, en l'occurrence, c'est Chris. Donc, pouvoir s'entraîner. Et l'avantage aussi du digital, si j'avance un petit peu, c'est qu'on peut intégrer des éléments qui sont des éléments qu'on ne pourrait pas avoir dans l'univers physique. C'est-à-dire qu'on peut même aller jusqu'à changer d'environnement autant de fois et permettre à la personne de s'entraîner. Ne supportez pas le flou. Vous avez besoin d'une vision extrêmement nette. Donc là, une posture plutôt directive, pour expliquer. Bon là, vous avez tous fait les tests oculaires. Alors ça veut dire que votre système visuel est contracté. Vous avez des yeux toniques. Et peut-être que vous avez remarqué que vous avez davantage tendance à baisser la tête que les... Donc vous voyez qu'à aucun moment, la personne qui fait la formation a d'éléments explicatifs, elle a des indications, mais on ne lui dit pas ce qu'elle doit dire ni comment elle doit le dire. Et le point qui est clé, c'est qu'à la fin, elle va effectivement avoir un feedback personnalisé pour lui dire ce qu'elle a bien fait et ce sur quoi elle doit travailler. Et bien sûr, voilà. Donc là, j'ai un premier questionnaire pour faire de l'auto-évaluation, récupérer de l'information. Et je ne peux pas vous montrer le feedback parce que c'est la propriété de l'entreprise, malheureusement. Mais ça va permettre à l'apprenant de savoir que la posture, comment était ma posture, comment était ma maîtrise de la méthodologie, celle sur laquelle j'ai été formé, que ce soit une technique de vente ou autre, est-ce que je la respecte bien? Et ma connaissance produit-service. Si j'ai un client qui me pose une question, je sais pas, combien coûte le dernier iPhone et que je lui dis 800 €, ça serait bien de le savoir. Parce qu'il y a une loi en France qui dit aussi que vous devez appliquer le montant qui est affiché. Donc si vous trouvez un dernier iPhone 13 à 800 €, vous me le dites. Là, je vous ai montré un exemple qui est en vidéo. Mais pour coller au plus proche de la réalité des entreprises, il faut être capable de s'adapter aussi dans les formats. Ce matin, j'ai eu un petit couac avec le train. Il y a eu un animal qui malheureusement a perdu la vie. Ça a paralysé pendant 35 minutes la voix. Et il y a eu des échanges radio entre l'aiguilleur et le conducteur. Et après avec tout le système derrière. C'est extrêmement processé, on ne s'en rend pas compte. Hein. Mais à la SNCF, quand vous avez un incident, ils doivent appeler, s'identifier le kilomètre précis dans lequel il est. Donc si je suis au kilomètre 17 532, il va falloir que je dise, voilà, conducteur du train 111, arrêt au kilomètre 17 532, 1, 7, 5, 3, 2, arrêt pour raison de 1, demande d'instruction. Et la personne de l'autre côté, elle va dire, alors conducteur, arrêt, et ils vont répéter comme ça la même chose pour être sûr d'être précis au mètre près. Alors c'est sûr, hein, après ça prend 35 minutes et je vais me faire rembourser 25% de mon billet de train. Tant mieux pour moi, tant mieux pour eux. Mais pourquoi? Parce que c'est des questions de sécurité, c'est des protocoles, c'est des normes. Et donc ne mal faire la formation de ces personnes-là, que ce soit la formation des conducteurs, des pilotes, de n'importe qui, y compris des commerciaux ou autres, ça a un impact direct sur le terrain. Donc différents formats. Là vous voyez, je vous donne un exemple, c'est de l'audio. Total Energy, donc les stations essence, l'entreprise qui vend, on connaît tous Total. Ils ont lancé un nouveau produit qui est de la vente de l'empreinte carbone. Ah mais attendez, l'empreinte carbone, je la consomme parce que vous me vendez le produit. Ah oui, mais il faut vous expliquer, donc gestion des objections, tous ces sujets-là. Et ça se fait par téléphone. Donc on va avoir la même simulation d'échange comme si on était par téléphone. Chez BNP,
Ils ont voulu simuler, ils ont lancé eux aussi un nouveau produit, simuler une visio, comme si on était un conseiller face à une vraie cliente. Et ils ont voulu en plus que ça soit avec un décor Teams. Bon, bah super, très bien, on rajoute juste un décor Teams. C'est ça aussi la beauté du digital. À la SNCF, là vous êtes à la gare Montparnasse, donc c'est de la vidéo 360. Quand vous lancez la simulation, vous avez les passagers qui font leur vie tout autour de vous. Et puis il y en a un qui vient en face de vous et qui dit « Bonjour ». Bonjour. Et se lance la conversation. Et enfin, le petit dernier de la famille, ça je l'aime beaucoup, c'est du deepfake. Est-ce que ça vous parle? Ouais, donc vous avez vu Dalida, que certains d'entre vous n'ont pas connu. Bon, non plus d'ailleurs, je crois. Donc ce que vous voyez sur TF1 avec Canteloup, ou ce que Ardisson a fait, ce qu'on appelle du face swap. Il a apposé un visage sur un acteur. Là, on va carrément utiliser, donc c'est une société tierce, hein, c'est pas nous, mais on va utiliser un avatar et on va lui faire dire ce qu'on veut. Donc il y a deux technologies, il y a la synthèse vocale, on écrit le texte et après la machine lit le texte, et après il y a la synchronisation labiale pour faire bouger les lèvres en fonction de ce qui est dit. Alors c'est très marrant, hein, parce que les équipes, moi j'ai créé mon avatar, les équipes me font parler en taille. Chacun son délire. C'est pas très utile dans la formation, mais on ne sait jamais, peut-être que demain je deviendrai une star des réseaux en taille. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à tout ça? Pour pouvoir créer des contenus et les faire évoluer dans le temps. Parce que vous vous rendez compte, quand on fait de la vidéo 360, si le client il dit « Ah ouais, mais j'aimerais le mettre à jour et autres », bah vous repartez en tournage. Ou alors « Tiens, j'aimerais bien le faire en espagnol, en italien, en allemand, en portugais, en chinois, en russe », bah trouvez des acteurs et faites la traduction de tout. Alors que là, vous avez une alternative. C'est moins beau en termes de rendu, mais c'est très efficace. J'arrive à la fin, et c'est là où je vais rejoindre un petit peu les différentes modalités telles qu'elles ont été présentées. On va proposer 3 types de modalités. Le quiz. Il est temps quand même qu'on arrête les QCM. QCM, ça permet de montrer qu'à l'instant T, la personne a trouvé la bonne réponse. Je ne me fais pas que des amis quand je dis ça. Mais imaginez demain, vous faites une évaluation à l'oral. Pouvez-vous me rappeler la définition de RSE ? Soit vous savez, soit vous ne savez pas. Et dans ce cas-là, on peut peut-être mettre une alternative, hein, pas être sadique, proposer 3 options et que la personne lise la bonne option. Comme ça, en plus, elle mémorise 15% plus mieux que si elle avait lu dans sa tête avant. Mais vous savez déjà que la personne ne sait pas ce qu'est la RSE. Autre format, micro-learning, ça c'est formidable, c'est les 18 organismes de formation qui sont revenus vers nous en disant bah, les cas pratiques c'est super, mais attention, hein, ça prend quand même beaucoup de temps à créer. Nous, on fait des formats un peu comme sur LinkedIn Learning où on a un expert qui parle et qui déroule pendant 10 minutes, mais on sait que ça a un taux d'engagement qui est très très faible, on sait que les personnes regardent leur mail en même temps qu'elles font la formation. Comment est-ce qu'on pourrait rendre ça un peu plus efficace, un peu plus dynamique? On dit bah, rendez-le interactif. Vous gardez le même expert, sauf que de temps en temps, il va venir poser des questions. Bonjour, je m'appelle Oméric, ça fait 15 ans que je travaille sur les sujets de RSE. Dans cette formation, nous allons voir ta. Mais avant de commencer, pour vous, qu'est-ce que ça signifie RSE? Et là, vous analysez ou pas la qualité de la réponse. Si la réponse est bonne, bravo, et on continue. Si la réponse n'est pas bonne, alors laissez-moi vous rappeler quelques notions de base. Et après, la vidéo reprend. Vous venez de recycler toute votre bibliothèque de contenu de formation, la rendre engageante, et vous allez en plus évaluer le niveau de connaissance à un instant T d'une personne. Et enfin, le cas pratique, c'est ce que je viens de vous montrer, c'est de dire, vous avez eu la formation, on vous a transmis les connaissances, maintenant voyons ce que vous êtes capable de faire sur le terrain et s'assurer que vous avez compris, que vous êtes capable de mettre en application, c'est la salle d'entraînement, mettre en application ce que vous avez vu. Donc pour faire ça, on a 3 environnements. Il y a la fameuse bibliothèque, donc la plateforme, qui est compatible avec toutes les plateformes LMS, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour en créer une nouvelle, mais c'est indispensable. Imaginez, vous êtes un organisme de formation, vous travaillez comme mes collègues ici, avec des trentaines, 40, 50 entreprises, c'est bien de tout centraliser et puis après de dispatcher sur leur plateforme. Ça facilite la vie. Multilingue, un peu moins de 70 langues, contenu sur mesure et générique, et on centralise tout ici. Maintenant, mon outil préféré, et pourtant le mal aimé pour le moment, mais ça va vite changer, c'est le dashboard. Le dashboard, vous en avez 2. Vous avez celui pour l'apprenant, où lui, il a tout son historique, tous ses replays, tous ses feedbacks, tout ce qu'il a pu faire et ce sur quoi il a pu progresser.
Et vous voyez ces 3 petits onglets-là, ces 3 petits boutons? Dès que vous cliquez dessus, tout votre historique est rendu anonyme. C'est-à-dire que votre hiérarchie n'a pas accès au replay, au feedback. Ils savent juste que, comme le format SCORM le permet, que tel jour à telle heure, il y a une personne qui a fait la formation et qui a eu tel résultat. Ils ont la macro-donnée, pas la micro-donnée. La micro-donnée, elle vous appartient. Donc si vous voulez la partager, tant mieux. Si vous ne voulez pas, tant pis. Il y a 2 éléments qui sont clés, c'est ROI, on en a parlé aussi. Si, imaginez, vous êtes dans un parcours de vente et qu'on dit, bah tiens, j'ai 73% des collaborateurs qui aujourd'hui atteignent un score de 80%. Sur le papier, c'est formidable. Est-ce que vous faites une corrélation avec ce qu'il y a sur le terrain? Si la réponse est oui, vous pouvez mesurer le ROI. Et ce que j'aime moi le plus, c'est l'onglet juste après. Outils d'aide à la décision. Ah oui, parce que quand même, ils ont un score de 80, mais il y a encore 73% des gens qui ne font pas de vente additionnelle. Ah, voilà une donnée à valeur ajoutée. Nous vous recommandons très fortement, pour la prochaine formation, de mettre en avant la vente additionnelle. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle un cercle vertueux. Vous avez identifié une faille dans le parcours de formation, vous la traitez, vous allez pouvoir voir le niveau de compétence développé, analyser le ROI sur le terrain, etc., etc. Et là, vous mesurez effectivement le retour sur un investissement de la formation. La formation n'est pas un centre de coût, la formation est un centre de profit. Quelqu'un qui est plus compétent, qui est plus en confiance, va être mieux délivré sur le terrain que s'il n'est pas en compétence, mal formé, et surtout si ça n'a pas de sens pour lui ce qu'il fait. Et ma dernière slide, ça c'est notre sujet actuel. Bon, ça c'est la V1, elle est très moche, mais elle marche très bien. C'est l'éditeur. On a une technologie qui est aujourd'hui unique sur le marché. Comment est-ce qu'on peut faire pour la développer, la déployer? C'est de la rendre accessible au plus grand nombre pour que ceux qui ont l'expertise interne, donc les académies, les rencontres, les organismes de formation, etc., puissent eux créer des expériences sans passer par nous. Donc moi j'adore cette image, c'est de dire peut-être que je suis en train de me scier une branche sur laquelle je suis assis, hein, parce que si moi j'arrive à faire plus d'1 million avec ça, bah, allez-y, faites-le. Sauf que derrière, ça fait pousser une petite branche qui va devenir beaucoup plus grosse que l'autre. Et si vous savez vous servir de PowerPoint, vous saurez vous servir de ça. C'est ça la beauté. Donc si je dois résumer, on se positionne sur les 4 piliers de l'apprentissage. Donc c'est la méthode AGES. Vous avez d'abord l'attention, puisque vous êtes en immersion. Vous avez l'engagement, vous parlez. Le retour d'informations par le feedback et la consolidation par la rejouabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la performance du présentiel sans les inconvénients de logistique, budgétaire et peur du regard de l'autre. Que vous avez des engagements qui sont des apprenants qui sont plus engagés et que vous avez enfin des suivis des indicateurs clés, donc les fameux KPIs dont on parlait tout à l'heure pour prendre les actions concrètes. Un grand merci. Et puis je ne sais pas s'il me reste. Je crois que j'ai débordé aussi. Bon. Donc Tiny Coaching, Tiny ou Tiny. Alors Tiny, quand on est à l'étranger, on était avec Yannick il n'y a pas très longtemps à Las Vegas au CES pour présenter la solution. Donc on dit Tiny là-bas, ici on dit Tiny, mais c'est juste que Tiny ça veut dire petit, donc c'est pour un peu rejoindre ce que tu disais, c'est des petits apprentissages. Il est préférable d'apprendre petit à petit que de façon grande et de ne pas retenir. Et puis coaching, parce qu'on a essayé d'aborder un thème qui est vraiment de se dire, et si on crée quelque chose qui permette à tout le monde de se coacher. Dans des entreprises, vous serez tous dans des entreprises un jour, je vous le souhaite, vous verrez les managers être entourés de coachs qui les aident à progresser tout au long de leur carrière. Et puis un coach, ça coûte très cher, ça coûte en moyenne 70 € de l'heure, à la journée 1100 €. Et donc c'est réservé à une élite dans les entreprises. Et nous, ce qu'on a décidé, alors moi j'ai été manager de grandes entreprises et ça m'embêtait un peu justement qu'on ne puisse pas pousser le coaching auprès de l'ensemble du personnel. Et vous verrez à la fin sur un cas d'usage qu'aujourd'hui, notre coach, qui est un coach virtuel, hein, donc c'est un robot, permet par des coûts qui sont beaucoup plus acceptables de coacher des gens qui travaillent soit dans le monde du nettoyage, donc pour apprendre à faire du nettoyage, ou dans le retour à l'emploi. Donc en fait, Tiny, qui est un petit personnage, il a été créé pour que tout employé, qu'il soit manager ou simple salarié, ait le droit au coaching. C'est-à-dire qu'il ait tout au long de sa carrière la possibilité d'évoluer. Hop, je suis allé un peu loin.
Je suis allé un peu trop vite. Je vais essayer d'interagir un petit peu avec vous. Vous êtes tous allés à l'école, vous y êtes certainement encore aujourd'hui. Vous avez fait de l'histoire géo. Est-ce que quelqu'un, très vite, peut me donner la période de la Deuxième Guerre mondiale que vous avez appris en première? 39-45. Alors, bon, je pense que tu l'as vu tout à l'heure, donc c'est vrai, c'est 39-45. Alors, je vais jouer un petit peu parce que c'est pas marqué ici. C'était en première et quel était le nom de ton ou ta prof d'histoire géo? Je sais pas, ça fait longtemps. Ah, déjà, ça, c'est un petit peu plus... voilà. Bon, mais par contre, tu arrives à la visualiser un petit peu ou pas? Oui. Femme, homme? Un homme. Un homme? Couleur de cheveux? Brun, je pense. Bon, c'est pas très important. C'était un bon prof, c'était un mauvais prof? Un bon prof. Bon, c'était un bon prof puisqu'il t'a permis de retenir que les dates périodes de la Deuxième Guerre mondiale, c'était 39-45. Bah, souviens-toi, 2 mois avant, il te parlait de Napoléon Bonaparte. Donc, il te donnait la date de la mort de Napoléon Bonaparte. Alors, c'est quoi? Je rappelle qu'il a mis à peu près un quart de seconde à dire 39-45. Là, on est à peu près à 15 secondes. Est-ce que quelqu'un peut situer la mort de Napoléon Bonaparte? Plus fort? 1815, on n'est pas très très loin, ouais, on n'est pas très très loin puisque c'est le 5 mai 1821. Alors, quel est ton nom? Adrien. Alors pourquoi Adrien a réussi à dire 1815? Parce qu'il a reconstruit cette information. 39-45, c'est super simple, on s'en souvient tous. Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce qu'on le fête tous les ans? On a tous les 10 ans, on a des chefs d'État qui viennent en Normandie pour célébrer l'anniversaire du débarquement. On a des jours fériés qui nous le répètent. On a des gens dans notre famille qui ont vécu cette période-là. Donc on en parle tout le temps, alors que Napoléon, on en parle un peu moins. Donc Adrien, pour reconstituer ça, il s'est dit, bon alors Napoléon, c'était avant la Première République, c'était la fin de l'Empire. Donc on est plutôt sur le 19e. Donc il l'a bien placé sur le 19e et puis il l'a ramené au début du 19e. Il a donné 1815, et bravo, puisque de toute façon, l'ensemble des gens qui répondent à cette question, personne n'arrive à reconstituer tout, mais les gens arrivent entre 1810 et 1830. Donc on est bien là. Tout cela pour vous dire qu'en fait, quand on apprend quelque chose, et ce que vous apprenez à l'école, vous avez 3 phases. La première phase, là vous avez un prof avec 3 élèves, ici il y a Sophie, et Sophie elle capte l'information. C'est ce que vous êtes en train de faire avec moi. D'ailleurs, ce soir, vous allez vous souvenir que Napoléon est mort le... Exactement, et vous pourrez briller en famille, hein, d'accord? Donc vous avez capté l'information. Donc ça c'est très très bien, mais c'est très éphémère, surtout si ça ne vous intéresse pas. Si vous êtes écrivain et que vous apprenez à jouer de la musique ou le contraire, eh ben, vous n'allez pas recevoir les informations de la même façon. Donc voilà, la deuxième phase, quand on a cette information-là, ben, on la stocke cette information, et c'est ce qu'Adrien a fait quand on lui a parlé de Napoléon il y a quelques années. Pour moi c'est très très éloigné. Vous voyez, hein, on peut être start-upper et un peu plus âgé que les autres. Mais bon... En fait, on stocke l'information. On va la stocker, on va même la classifier, cette information, voilà, pour mettre des repères, parce que sinon, on ne s'y retrouve pas. Vous voyez le milliard d'informations que vous avez durant votre vie. Et puis, ben, à force d'être confronté à ça, si dans 3 jours, je vous reparle de Napoléon, si dans 2 mois, je vous reparle de Napoléon, si dans 1 an, je vous reparle de Napoléon, ben, vous allez finir par savoir par cœur, comme 39-45, la date du 5 mai 1821. Donc c'est à force de confrontation, à force de pratique, qu'on apprend. Et c'est un peu... Le thème de Pitch Boy aussi, c'est par la pratique qu'on apprend. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites de la formation en présentiel avec les profs, alors ce que disait Omric est vrai, vous avez à peu près déjà 15 minutes d'attention. Je n'ai pas de chance parce que je suis le dernier, moi. Donc on en a 3 quarts d'heure. Mais donc, le présentiel, vous savez, cette mémoire immédiate, cette mémoire d'apprentissage, celle qui est innée, d'accord? Ça représente 3% des informations qui vous ont été données le lendemain de votre cours. Alors, ouais, c'est les problèmes de concentration, mais ça ne veut pas dire que vous l'avez oublié. Vous avez classé, vous avez stocké des informations. Alors, plus ou moins, il y a peut-être des informations qui ne vous ont pas plu et vous n'avez pas stocké, ou alors vous étiez en train de faire un SMS à ce moment-là. Mais 3% des informations sur une journée de cours le lendemain. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Donc, dans les entreprises, ce qu'ils ont mis, c'est qu'ils ont mis du e-learning. Donc, du e-learning avec des LMS. Alors, Yannick parlait tout à l'heure des LMS. Ça a super bien marché. Le problème, c'est que les gens n'ont jamais le temps. Yannick, tu donnais l'exemple des commerciaux, mais de demander à un commercial dans une entreprise d'aller faire de la formation, il vous dira toujours ah non, mais moi j'ai mon chiffre à faire, j'ai mes commissions à toucher, je n'ai pas le temps d'aller me former. Même si, tu parlais de ROI tout à l'heure, sans le savoir, il passe peut-être à côté du fait de gagner plus. Alors le coaching, ça marche vachement bien, mais encore une fois, c'est réservé à l'élite. C'est-à-dire que vous mettez au téléphone ou en présentiel pendant 2 heures un coach, un ami qui va discuter avec vous et qui va vous rappeler les choses et qui va
Moi, par exemple, la semaine prochaine, je reviens et je reparle de Napoléon, et donc il est mort le 5 mai 1821. Donc ça, c'est bien, mais encore une fois, à quel coût? C'est pas possible. Un consultant en face à face avec une personne, c'est beaucoup trop cher. Donc nous, ce qu'on a fait, on a développé des algorithmes. Donc on a 2 chercheurs, on est basé en Normandie, on a un docteur en neuroimagerie et un docteur en littérature. Alors la littérature, parce qu'on écrit. Et puis la neuroimagerie, parce qu'on essaie de se pencher un peu sur le cerveau. Et donc nos algorithmes, ils sont basés sur ce qu'on appelle les boîtes de Leitner. Alors, les boîtes de Leitner, c'est un concept de neuropédagogie qui dit déjà que si jamais je donne un contenu de plus de 3 minutes, 15 minutes, 5 minutes, grosso modo, le taux d'attention et les 3%, ils vont revenir très 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 vite. La deuxième chose de Leitner, c'est de dire immédiatement après, je vais poser une question. D'accord ? Et si vous répondez mal, je vous redonnerai la bonne réponse. Si tout à l'heure, quand je vous ai reposé 3 fois la question sur la mort de Napoléon, vous m'aviez dit le 10 mai 1821, je vous aurais dit non, tu t'es trompé, c'est le 5 mai. Mais déjà, de redonner la bonne réponse sur quelque chose, c'est déjà un élément d'apprentissage. Donc on n'est pas là pour donner un 11 sur 20 ou un 13 sur 20, on est là pour que les gens retiennent l'information. Et alors il y a un truc formidable, c'est qu'en fait, Leitner, il a découvert qu'il y avait une courbe de l'oubli, et puis la courbe de l'oubli, elle est variable. Donc la courbe de l'oubli, c'est quand tout à l'heure, je vous ai appris le 5 mai 1821, peut-être que dans 2 semaines, vous allez l'oublier. Pas totalement, vous serez sur 1821, mais vous n'aurez plus mai, vous n'aurez plus le 5, ou ce genre de choses. Et puis ça dépend en fait de votre intérêt pour ce que vous apprenez. Encore une fois, si vous êtes musicien et que vous apprenez l'écriture, vous ne retiendrez pas les choses de la même façon et vous les oublierez plus vite. Donc nous, on va calculer en fait à quel moment vous allez oublier le 5 ou le mai ou le 1821 à l'intérieur de l'information. Et puis on va vous faire ce qu'on appelle un rappel mémoriel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va vous donner quelque chose. Alors je vais faire un petit cas d'école. Imaginez que je vous apprenne à écrire et que ça soit un stylo. Alors vous avez une petite vidéo qui est donnée et qui vous montre quelqu'un qui écrit en tenant son stylo à 3 doigts et qui, voilà, si j'écris avec 3 doigts, je ne fatigue pas. À 2 doigts, au bout de 5 minutes, j'ai une crampe. Et à 1 doigt, mon stylo tombe. Donc je ne peux pas écrire. Donc ça, c'est un apprentissage. Immédiatement après, Tiny ou Tiny va vous poser une question et va vous dire combien de doigts faut-il pour savoir écrire sans se fatiguer? 3 doigts, 4 doigts, 5 doigts, 10 doigts? 3 doigts. Donc très bien, bravo, il va vous féliciter, il va dire super, t'as bien appris. Mais comme il sait que... Allez, on va prendre quelqu'un d'autre, votre prénom? Clervia. Il sait que Clervia? Ah, très beau prénom. Donc il sait que Clervia est musicienne, il se dit Clervia, l'écriture, ça ne va pas le retenir très longtemps. Donc au bout d'une semaine, le rappel mémoriel sera dans une discussion, comme si c'était un coach. Clervia, tu es moins fatigué depuis que tu écris avec 3 doigts? Et paf, ça réancre une fois. 2 semaines après, on va recalculer la courbe de l'oubli, on va poser une question double. Clervia, rappelle-moi, pour écrire sans se fatiguer, faut-il réponse A 3 doigts ou réponse B 2 doigts? Et comme ça, sur la longueur et sur le temps, pendant 3 mois, on pourra avoir jusqu'à 8 rappels mémoriels. Donc ça, c'est un concept de neuropédagogie. C'était juste pour souligner ce que disaient mes 3 prédécesseurs tout à l'heure, qu'en fait, dire les choses, c'est bien, mais si on n'applique pas des règles derrière neuropédagogiques, retenir l'information n'aura pas lieu. Je vous ai répété 3 fois le 5 mai 1821, ça en fait 4, et je suis en train d'ancrer ça petit à petit dans votre cerveau. Alors voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est super simple, on s'est dit, c'est quoi un coach? C'est un homme, une femme qui discute avec quelqu'un. Donc on a créé un cerveau. C'est à minima ce qu'on a nous les hommes par rapport aux ordinateurs, c'est un cerveau. Donc ce cerveau, on lui a mis à l'intérieur toutes ces règles de neuropédagogie. Ce cerveau, il sait que quand il discute avec vous, il va vous présenter un petit contenu, il va vous poser une question, et puis après il va engager une petite courbe, un petit calcul de courbe de l'oubli, pour savoir quand il va vous rappeler les choses. Et au détour d'une conversation, quand un ami vous le ferait, il va vous faire un rappel mémoriel. Donc ça, c'est là où nos chercheurs travaillent. C'est comment doit parler ce cerveau, parce que parler, c'est de la littérature, et puis comment il doit calculer ces courbes de l'oubli, et là, on a ces algorithmes d'intelligence artificielle. Donc c'est ça, l'intelligence artificielle, ça serait résume juste par un cerveau. Et une fois qu'on a ces règles, une fois qu'on a ces langages, le langage est important, vous lui mettez toutes les compétences que vous voulez. Donc on a mis du management, on a mis des mathématiques, on a mis... Tout parcours peut être poussé en fait par ce petit Tiny. Et qu'est-ce que ça fait, un cerveau? Ça réfléchit, et comment ça retransmet cette information? Par la parole. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis là où les gens discutent. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on discute? Sur les messageries instantanées. Donc en fait, Tiny, aujourd'hui, il est disponible sur Facebook Messenger, sur Microsoft Teams, parce que c'est utilisé par 80% des entreprises en France. Et si vraiment les gens n'ont pas de messagerie instantanée, on est sur le Google Play Store, l'Apple Store, voire même sur Internet. On n'est pas encore sur le téléphone, mais on sera sur les assistants vocaux d'ici la fin de l'année. Donc vous êtes avec Tiny.
Vous prenez un abonnement à Tiny, et puis après, vous dites à Tiny, Tiny, apprends-moi à être un meilleur management, apprends-moi à avoir confiance en moi, apprends-moi à avoir ce genre de choses, et Tiny engage les discussions avec vous sur ces savoirs-là. Je vous invite à aller sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store, il y a une version gratuite de Tiny, vous aurez une 60aine de contenus à l'intérieur pour aller tester tout ça. Donc là, vous avez Tiny version Messenger, Tiny version Microsoft Teams. Donc en fait, il n'y a rien de plus qu'en fait une discussion et la majorité de nos utilisateurs ont l'impression derrière qu'ils discutent vraiment avec un coach. Donc super simple, on charge l'application, puis après on se laisse guider. Et ce qu'on a annoncé au CES, voilà, on est le premier coach virtuel au monde aujourd'hui à qui on peut poser des questions. C'est-à-dire que jusqu'ici, Tiny vous disiez à Tiny, apprends-moi à avoir confiance en moi, et il vous emmenait dans une discussion pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, vous pouvez questionner Tiny, et c'est pour ça qu'on intéresse par exemple le code Rousseau pour le code de la route, puisque vous apprenez votre code, et puis la veille d'aller passer votre code, si vous avez des questions ou des doutes, vous pouvez questionner Tiny, et vous pouvez le questionner avec la parole et avec le micro de votre téléphone. Donc voilà, donc aujourd'hui on a à peu près 5000 capsules interactives, ça représente des centaines et des centaines de compétences. Les gens s'abonnent à Tiny, choisissent les compétences, on est sur le management, la sécurité au travail, le digital, l'inclusion, la vente et le marketing, l'innovation, les soft skills. Et puis on développe aussi beaucoup de choses sur mesure. Tout à l'heure je vous parlais de la propreté. Et surtout là avec la guerre en Ukraine, il y a beaucoup de migrants qui arrivent. Les métiers de propreté sont des métiers en tension. Et on apprend des concepts de français et puis des concepts aussi de nettoyage de toilettes, de lavabo à partir de Tiny. Donc vous voyez Tiny peut très bien enseigner du management de très haut de gamme, puisqu'on a de grands managers qui l'utilisent, mais aussi descendre dans des métiers d'inclusion. Et d'ailleurs, on a avec Aden Formation, qui est un grand centre de formation basé sur les Pays de Loire et sur la Normandie. On a été choisi par eux comme outil stratégique. Ils ont souhaité renforcer en fait les parcours en complément des parcours métiers. Ils ont souhaité renforcer l'employabilité, donc ils ont défini avec nous en fait autour de 750 apprentis, 60 modules métiers. Ça va du CAP au master. Ils ont décidé de coacher tous leurs apprentis, en fait tous leurs élèves dans l'école, autour de l'employabilité, c'est-à-dire les soft skills, l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, la réflexion et l'imagination, qui est beaucoup attendue aujourd'hui. C'est ce que tu disais toi quand tu recrutes quelqu'un, c'est comment comment devenir un zèbre, l'apprentissage et le leadership. On a fait ça, alors nous on ne fait pas les contenus de formation, on s'est appuyé sur des spécialistes en management et volitude, on travaille beaucoup avec les livres pour les nuls, on a beaucoup de livres, on a à peu près aujourd'hui une quarantaine de livres pour les nuls qui sont en micro-capsules à l'intérieur de Tiny et qui permettent de lire mieux et plus vite les livres pour les nuls. Et en fait ce qui se passe c'est que quand on est apprenti à l'ADEN, soit on est en CAP ou alors on va jusqu'au master, et on doit atteindre un niveau en soft skills, et ce qu'il y a de fabuleux,